Radio J, les rendez-vous de la Viso. Coralie Abram-Palti, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, Coralie, donc vous êtes de la section Viso à Vive, si je ne m'abuse, et ce matin, c'est une émission spéciale autour de la famille Servan-Schreiber et peut-être surtout des femmes, Coralie. Exactement. Bonjour Lise. Bonjour. Lors de nos émissions Viso à Vive, nous continuons à tirer le fil de la transmission. Et aujourd'hui, nous le faisons avec joie, avec 3 femmes d'exception, 3 membres d'une même famille, 3 générations. Florence, passionnée de psychologie positive, vous êtes formatrice, conférencière, journaliste, chroniqueuse, auteure de La Fabrique à Kiff et de Power Patate. Votre carrière est à votre image, tout sauf linéaire. Vous tentez au quotidien de transformer de l'intérieur les personnes que vous accompagnez vers toujours plus d'épanouissement personnel. Vous êtes accompagnée de votre fille, Pénélope Berger. Pénélope, vous êtes productrice dans un studio parisien dans le secteur de la mode et vous souhaitez prochainement vous former à la PNL, la programmation neurolinguistique. Vous avez 29 ans. Perla Servan-Schreiber, vous êtes la belle-mère de Florence, la grand-mère de Pénélope, une grande dame. Vous avez travaillé toute votre vie dans la presse et avec votre mari, Jean-Louis Servan-Schreiber, vous faites le succès de Psychologie Magazine. Vous êtes également auteur de 5 essais et de 5 livres de cuisine. Nous allons tenter ce matin de croiser vos vies, vos intentions, vos héritages et vos sources d'énergie. C'est parti ? C'est parti. On y va. À 43 ans, Perla, vous vous mariez avec l'homme de votre vie. Vous êtes déjà une femme successful et accomplie. Comment vous avez trouvé votre place dans la famille Servan-Schreiber ? Pas facilement. Voilà, on finit par comprendre dans la vie que tout est un travail, hein, et que quand on sait ce qu'on veut, quand on sait où on veut aller, quand on a le goût d'aimer, le besoin de faire du bien et celui de transmettre, on y arrive parce que le désir était le même des deux côtés. Donc il fallait juste le temps de se connaître, hein, ce qui, avec Jean-Louis, n'a pas été nécessaire. C'est très curieux. C'est le mystère, voilà, de l'amour qui fait qu'on a le sentiment tout de suite de connaître depuis toujours la personne. Évidemment, avec les siens, avec ses enfants, puisqu'il a eu cette merveilleuse idée de faire 4 enfants avant de me rencontrer, moi qui avais fait le choix de n'en pas faire, lesquels ont fait à leur tour des merveilles de ce genre. Voilà. Vous êtes née au Maroc, vous êtes née d'Annan, descendante d'une famille de rabbins, dans la lignée directe de Maïmonide. Qu'est-ce que vous avez ramené du Maroc dans votre valise de jeune fille ? Des épices. Ah oui. Des épices, du soleil et de la joie. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait dans mes tripes et que je transmets à mon tour, bien sûr. Alors justement, quel est le folklore que vous avez introduit dans la famille Servan-Schreiber ? Oh là là, j'ai décoiffé. Hein. J'ai décoiffé, croyez-moi, parce que dans les familles bourgeoises, et les Servan-Schreiber étaient des bourgeois, ouais. Hein, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que tout ce monde vivait quand même chez eux avec des cuisinières, avec des nounous. Parce qu'évidemment, j'ai jamais eu le loisir, en tout cas, d'en avoir. Enfin, c'était exclu. C'est ma mère qui faisait la cuisine, c'est ma mère qui faisait tout, qui faisait les robes, ce qu'on appelait autrefois les barboteuses. Car oui. Les enfants portaient des barboteuses. Heureusement, le progrès est passé par là, parce que c'est quand même une chose terrifiante. Et elle faisait tout. Et donc, moi, débarquant dans cette famille, avec ce que vous venez de décrire de mon enfance et de ma culture, j'étais au fourneau. Je faisais à manger. Donc, ça a étonné, ça surprenait. Tout en travaillant, j'ai envie de dire quand même. Oui, tout en travaillant, parce que c'est pour moi un grand loisir oui. de faire la cuisine. Et puis, finalement, c'est en m'attachant à ce que j'étais, tout simplement, que ces liens d'une solidité exceptionnelle se sont tricotés. Oui. C'est magnifique, on sent beaucoup d'émotions. Oui. Alors,
La transmission chez vous, elle est à double sens parce que vous vous apportez mutuellement. Pénélope, qu'est-ce que vous apportez l'une à l'autre avec votre grand-mère ? Alors, beaucoup de prise d'espace. Oui. C'est-à-dire que lorsque ma grand-mère est dans une pièce, généralement, je vais m'y coller. Oui. Même contre son gré ou pour, mais elle n'a pas énormément de choix. C'est-à-dire que ça passe par la cuisine, par ses chaussures, par ses vêtements, par sa chambre. Il y a pas énormément d'espace et puis énormément de joie. On a la chance d'avoir une relation qui a beaucoup évolué. Aussi en tant que femme, on peut s'appuyer l'une sur l'autre. On a aussi été colocs. Donc, c'est vrai, vous avez habité ensemble. On a habité ensemble. Formidable. Et ça, c'était super. C'était après un long périple pour moi aux États-Unis où je suis rentrée et puis j'ai appelé ma grand-mère en lui disant que j'avais peut-être besoin d'un endroit où habiter. Et elle m'a dit très bien, temporairement, et temporairement a duré 3 ans. Et alors, elle vous soutient, votre grand-mère ? Vous avez l'impression d'un vrai soutien ? Alors, c'est pas qu'elle me soutient, c'est je veux être la personne que ma grand-mère dit que je suis. Ah oui, ça Parce va que très loin. Elle me décrit et elle me raconte et dès qu'il y a quoi que ce soit, je sais tout faire. C'est ma grand-mère. Et donc c'est cette force qui m'anime aussi d'être et d'espérer être la moitié de la personne qu'elle prétend vendre, en tout cas qu'elle vend aux gens. Alors Florence, vous disiez que ça a été du boulot, que Perla s'est vraiment investie dans son rôle de grand-mère. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, parce que Perla est arrivée en effet dans une famille déjà constituée. Nous, les enfants de Jean-Louis, étions adultes, donc c'est pas évident de séduire toute une tripotée d'adultes avec des personnalités, voilà, une famille normale. Et puis les enfants sont arrivés, donc Perla a assisté à la naissance de chacun d'entre eux. Et c'est vraiment les a aimés tout court. Ce sont devenus instantanément sa progéniture. C'était absolument réjouissant. Elle les a nourris, elle les a aimés, elle les a accompagnés. Aujourd'hui, elle les héberge, elle les conseille, elle les habille, elle les enveloppe, elle les habille. Oui. Alors Florence, vous êtes professeure, investigatrice du bonheur. Qu'est-ce qui se passe derrière ce job qui fait rêver tout le monde ? Quelle est votre mission ? Ma mission est de raconter ce que l'on sait désormais de manière un peu plus précise, et nous allons qualifier ça de scientifique, puisque ça se passe dans des laboratoires universitaires, sur ce qui peut nous épanouir. La vie est déjà assez compliquée comme ça, se charge systématiquement de nous remettre à notre place. Maintenant, c'est toutes les semaines, donc pour avoir cette agilité, il est aussi important de savoir ce qui nous porte et ce qui nous permet de nous révéler, de nous exprimer, de nous relier, etc. Donc je fais ça, je viens raconter ce que l'on sait. Alors à la Viso, on aime bien parler de leadership au féminin. Est-ce que chacune, vous pouvez nous raconter un moment de fierté ? De fierté de leader ? Oui. Un sentiment de fierté ou un sentiment où vous vous êtes sentie, on peut dire puissante, parce que depuis le podcast de Léa Salamé, on parle de puissance sans état d'âme. Puisque nous sommes dans la famille, ce sont les liens familiaux qui nous intéressent aujourd'hui. J'ai une source de fierté qui est donc la tribu des Servan-Schreiber est assez large. Comme toutes les tribus, a eu ses divisions, les générations passées. Se sont disputés, se sont éloignés, se sont isolés les uns des autres. Et une de mes fiertés peut-être de leadership a été de trouver un moyen de recoller tous ces morceaux à ma façon, en tissant des liens avec des gens de ma génération, qui a incité nos aînés à eux-mêmes se reparler. Donc après, c'est devenu vraiment une opération commune, cette affaire, mais il n'empêche que jusqu'à la pandémie, nous avions pris l'habitude de nous réunir tous les 5 ans, absolument tous les 150, plus les enfants, etc. Et je suis assez fière de ça. Et vous allez le refaire, là, bientôt ? Alors, nous allons voir. Nous avons perdu notre patriarche dans l'affaire. Donc, ça va nous demander encore un nouveau dispositif à inventer, mais forcément, nous allons le refaire. Vous incarnez, Pénélope, la jeune génération.
Comment vous avez senti cet héritage ? Est-ce que ça a été une pression à un moment donné d'appartenir à une grande famille ? Et comment vous avez tourné en positif cette histoire ? Je pense que c'est naturel d'un moment voir ça comme une montagne impossible à gravir, parce qu'on se dit mais comment ils ont fait ? Avant tout, il y a le moment où on ne comprend pas ce qu'est le succès, puis ensuite on s'en rend compte. Et puis tout ça a été fait, en tout cas pour moi, dans mes yeux d'enfant, avec énormément de grâce. Du coup, je n'ai pas vu l'effort. J'ai toujours vu mes parents travailler, j'ai toujours vu mes grands-parents travailler, mais il y avait tellement ces moments de si précieux qui étaient le mercredi avec ma grand-mère ou le dîner avec mes parents. Puis donc, un jour, on se rend compte qu'il faut bosser pour y arriver et qu'en fait, pour y arriver autant, il faut énormément travailler. Ouais. C'est à ce moment-là où je suis partie et où du coup, j'ai pu me créer ma propre identité, apprendre à travailler à ma manière, et ce qui m'a permis de rentrer et de plus du tout voir cette famille comme comme cette montagne, mais en fait de dire je comme sais un escabeau. Voilà, exactement. Elle se sert des marches comme tout le monde, une tête qui fonctionne, donc à voir ce qu'on peut faire avec. Magnifique. Vous êtes passeur toute d'une histoire et de tradition. Est-ce que transmettre, c'est donner sans rien attendre en retour ? Si vous vous adressez à moi, évidemment. Évidemment que c'est donner sans rien attendre, mais il suffit de se mettre dans cette posture pour tout accueillir et tout recevoir. Exactement. Alors, on parle aussi de transmission quand on prévient, quand on met en garde, comme l'a fait votre cousin David Servan-Schreiber, Florence, lors de ses nombreux travaux de recherche sur l'alimentation anti-cancer. Comment l'engagement de David, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, continue à vivre au sein de votre famille et comment vous continuez à le faire rayonner à l'extérieur ? Alors, c'est très simple. Dans ma vie professionnelle, tous les jours, David est assis sur mon épaule. J'ai eu l'élan de reprendre notamment une école de formation qu'il avait créée autour de l'EMDR, qui est une technique utilisée en psychiatrie pour traiter les traumatismes très profonds. Donc, clairement, il est posé sur mon épaule. Ça, c'est une première façon. Mais sinon, sur le plan plus large, je crois qu'il n'y a plus une personne dans notre tribu qui s'alimente comme avant la publication du livre de David, c'est-à-dire que, ne serait-ce que pour pouvoir le recevoir à la maison, et David lui-même était très généreux, recevait beaucoup chez lui, cuisinait parce qu'il était important pour lui de manger ce que son corps pouvait absorber. On a tous commencé à s'alimenter comme ça, et ça n'a jamais changé. Donc c'est absolument permanent. Vous pouvez nous donner un exemple ? Oh oui, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler des oméga 3 par exemple. Bien sûr. Voilà, donc les sardines sont entrées en force dans notre alimentation. Beaucoup moins de sucre, beaucoup moins les fruits au début du repas, le curcuma absolument partout, mélangé avec du poivre. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont vraiment rentrées dans nos mœurs. Alors justement, la cuisine a une place particulière dans chacune de vos vies. Racontez-nous un peu comment ça se traduit au quotidien. À chacune, parce que je sais que vous êtes chacune passionnée. Oui. Écoutez, étant et de loin la plus âgée, puisque j'ai 78 ans, voilà, j'ai une espèce de grâce et de responsabilité à la fois de transmettre ce que je sais. Ce qui m'importe, c'est d'avoir réussi à transmettre le goût de ça. Non pas de reproduire des choses que je fais moi, à ma manière, avec mon histoire et ma culture, mais simplement le goût de faire pour d'autres. Parce que, en fait, transmettre, ça n'est pas du tout reproduire à l'identique. Je ne voudrais en rien que Pénélope me ressemble. Peut-être qu'elle le fera, si elle choisit de le faire. Mais en fait, ce qui est important dans la transmission, c'est en fait permettre à quelqu'un d'autre de devenir lui-même. C'est ça la vraie transmission. Évidemment, c'est pas très simple. Et d'ailleurs, on n'y pense pas tous les matins en se levant. On fait comme on peut. Et ensuite, on observe qu'il y a quelqu'un qui est là, à côté de nous, qui est totalement elle-même. Et quelles sont vos épices préférées aujourd'hui ? Alors, toujours le curcuma. Oui. Nous sommes un grand moment sumac.
aussi, voilà, le sumac et le zatar aussi, Oui. voilà. Oui, parce que le Liban s'est introduit en force dans ma culture marocaine, je dois reconnaître. Et avec, évidemment, c'est mon choix, avec un immense plaisir, une très grande découverte. Et j'observe à quel point ce peuple, évidemment, dans les souffrances que l'on sait et que l'on connaît, est tellement proche de ce que j'ai vécu au Maroc moi-même. Donc, il y a comme ça une gigantesque fraternité des peuples d'Orient qui est là et qui se retrouve dans les soupes les plus paysannes et les plus vraies. C'est toujours cette cuisine très authentique au départ, mais la mienne, c'est un peu sophistiqué par fréquentation des chefs et autres. Parce que vous innovez sans cesse, on est d'accord. Perla innove et elle réinvente les recettes. Oui, et, Voilà. nous, on a à la maison les livres de Perla. Il faut expliquer quand même comment ça se passe. Merci beaucoup à vous trois d'avoir pris le temps de partager vos secrets de vie et de transmission. Vous le faites avec naturel, grâce et complicité. Je rappelle vos 2 derniers livres. Le livre de Perla, mes 77 secrets de vie. C'est un petit livre miniature, un petit trésor doudou de conseils. Et je vous cite, ce livre est à grappiller, à partager comme des mezzés avec délice et amitié. Et je rajoute sans en laisser une seule miette. Vous voyez, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Florence, votre dernier livre, Power Patate. Oui. Ou comment tirer le meilleur de nous-mêmes, si je peux dire, en découvrant nos super pouvoirs. Merci infiniment pour votre présence. Et alors, Coralie, moi j'ai une question. L'actualité de la Viso, bien sûr. L'actualité de la Viso. Donc, 3 événements ce dimanche 27 mars dans 3 villes différentes. Nous avons un spectacle musical à Aix, l'Aventure séfarade de et avec Alice Bismuth. Nous avons une course solidaire à Lyon, Run Viso, à partir de 10h. Donc, c'est une course familiale. Il y aura un parcours avec les enfants, une marche détente de 4 ou 8 km et une course chronométrée de 4 pour les plus sportifs. Et tous les bénéfices soutiendront les actions de la Viso contre les violences faites aux femmes. Et enfin, à Paris, toujours le 27 mars, venez nombreux pour le Salon du Livre Jeunesse de 13h à 19h au collège-lycée Georges Leven. Il y aura des dédicaces, des conférences, également un spectacle musical à 15h. Mais on y sera, bien sûr. Nous serons au rendez-vous de la Viso. Merci beaucoup, Coralie. Merci à la famille Servan-Schreiber d'avoir été avec nous et très prochainement pour une nouvelle émission de la Viso sur Radio J. Merci. Lisa. Merci à vous deux. Au revoir.